Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus violemment stylé de tous les temps, j'ai nommé Jovolion. Après un chapitre nous ayant laissé sur un cliffhanger incroyable suivi d'un mois de pause, Jovolion est enfin de retour, et vous allez voir que bordel, l'attente en valait largement la peine. Alors avant toute chose, ça faisait longtemps, mais on a eu le droit ce mois-ci à un Ultra Jump avec Jojo en vedette. Et bordel, quel cover exceptionnel. Outre sa sublime composition, il y a un truc qui me fait extrêmement rire sur cette cover, parce qu'en effet, il s'avère qu'absolument tous les éléments sur lesquels on se pose des questions sont répertoriés sur cette cover. L'arbre faisant référence à la venue de Lucy à Morio, les cartes de Kato, le labyrinthe de fond qui est probablement une allusion au fameux logo mystère sur les escaliers des Higashikata, Toru, le nouveau Lokakaka, Tsurugi, les insectes de Jobin, etc. Manquerait plus qu'on ait ce mec du flashback, et ça aurait été la totale. J'aurai bien sûr le temps d'y revenir dans la review, mais il y a bien entendu un des éléments qui est bel et bien de retour dans ce chapitre. Vous savez bien sûr de quoi je veux parler, ou plutôt, de qui je veux parler. Malheureusement, on n'a pas encore la cover du tome 26, qui sortira le 19 mai prochain, ce qu'on a appris avec ce sublime teaser me faisant déborder de hype. Logiquement, la cover devrait garder la même charte graphique que l'Ultra Jump de ce mois-ci. Enfin bref, on se donne rendez-vous dans la review du mois prochain pour la découvrir. Allez, pour ce qui est du chapitre, voici sa cover avec un Josuke très très classe, à qui il manque par contre un morceau de rocher sur son œil. Ok. Le chapitre s'appelle Go Beyond, on reviendra sur ce que ça veut dire, mais ça fait en tout cas très plaisir d'avoir encore une fois un titre différent de Wonder of You partie 50, et montre bien qu'on arrive à un véritable tournant du combat. Allez, j'en ai fini avec les présentations. Comme d'hab, la vidéo est divisée en partie résumée puis partie review, cela dit, ça ne change pas par rapport à la review du tome 20. Vous allez devoir faire avec les timecodes affichés sur l'écran et dans la description, car mon strike est toujours d'actualité, et ce encore pour 3 bons mois. Sur ce, c'est parti. Il est temps de retourner à Morio, et de revenir sur ce chapitre ô combien exceptionnel. Ouais, je spoil un peu mon avis, mais t'inquiète. Après un combat extrêmement intense contre Wonder of You, Josuke a réussi à lancer une de ses étranges bulles sur Toru, et ce, grâce à l'intermédiaire de Paisley Park. Cette bulle a-t-elle donc réussi à atteindre Toru? Avant de le découvrir, le chapitre va commencer sur deux jeunes infirmières qui vont remarquer qu'un distributeur de boissons a été totalement transpercé d'un énorme trou, probablement dû à la nouvelle rotation de Josuke. En regardant vers l'ascenseur, elles vont voir une nouvelle espèce d'insecte rampant, qui n'est autre qu'un Josuke totalement écrasé sous le poids d'Obladi Oblada. Allez, après un changement de plan, il est temps de voir enfin ce qui est arrivé à Toru, et c'est d'une violence sans nom. La bulle l'a en effet touché, et a créé un étrange trou dans son ventre, qui le propulsera à une vitesse phénoménale, qui lui fera lâcher son pot de Lokakaka, et s'écraser violemment au sol. Mais cela n'aurait pas suffi pour notre mâle alpha Josuke, puisque l'attaque a aussi eu pour effet de dévier la calamité, la porte évitant donc Yasuo et Joshu, mais créant tout de même quelques dommages collatéraux sur le reste de la famille Higashikata. Après ça, l'on retrouve nos deux infirmières qui découvrent avec effroi un Akefu Satoru en piteux état, essayant de fuir le fléau Josuke à tout prix. Eh bien, on peut dire que la tendance s'est sacrément inversée. En parlant de Josuke, ce dernier va reprendre contact avec Yasuo, et lui dire que c'est grâce à Paisley Park qu'il a pu infliger des dégâts à Toru. Il va ainsi briefer Yasuo sur la manière de l'atteindre, histoire de remettre ça, et enfin venir à bout de ce satané homme rocher. Yasuo va donc devoir pointer son téléphone en direction de Toru, pendant que Josuke prépare sa bulle. C'est la seule manière d'arriver à contrôler la rotation explosive. Mais Toru n'a pas dit son dernier mot. Et, alors qu'il paraissait totalement KO, il va se lever, manger le peu de Lokakaka restant, tout en avançant d'un pas déterminé vers la jeune femme. Ces actions cachent une envie d'utiliser le corps de Yasuo pour effectuer un échange équivalent avec elle, afin que Toru guérisse de ses blessures sans ne rien perdre en échange. Il va commencer à courir. Joshu va se lever une fois de plus tel un zombie increvable, mais en voulant attaquer Toru, va se prendre une violente calamité sur la tronche. Il ne pouvait pas y échapper aussi longtemps tout de même. Le nuisible écarté une fois de plus, Toru approche sa main de Yasuo, désormais à deux doigts d'entrer en contact avec elle. Le temps presse, Josuke va vite devoir trouver un moyen d'envoyer sa bulle. Il va alors ramper en direction d'une baignoire, afin de se libérer une bonne fois pour toutes de ce satané Obladi Oblada. Alors que Toru commence l'échange, Josuke et Yasuo arrivent à se coordonner à temps pour envoyer la rotation. Soft and wet, go beyond! Toru va donc se faire trouer de partout.
et une nouvelle rotation va se créer, propulsant une fois de plus ce dernier à vitesse folle. Il va atterrir en plein dans le pare-brise d'une voiture présente dans le garage de la maison familiale, et va ramper avec le peu de force qui lui reste, en direction d'une silhouette qui ne nous est pas inconnue. Kato Higashikata est là, en sanglots, et regarde en direction de Toru, avec une émotion difficile à cerner. De quel côté est-elle? Pourquoi est-elle en pleurs? Qu'a-t-elle fait pendant tout cet homme d'absence? Les questions que l'on se pose depuis des mois et des mois sont sur le point d'être résolues. Mais pour l'heure, il est temps de faire le point sur ce chapitre. Bordel que ce chapitre était dingue, et bordel qu'il remet en question pas mal de doutes que j'avais quant à Jovolion. Je vais revenir sur les événements principaux du chapitre point par point, vous avez l'habitude. Bon, je sais que c'est votre moment préféré des reviews, et en plus je l'avais sauté la dernière fois. Je sais que ça vous manque, alors c'est parti pour un instant Toru. Et oui, le personnage est un élément central du chapitre, bien qu'il ne dise pas un mot, alors il fallait bien que je revienne dessus. Déjà, je suis soulagé, il n'est pas mort. Et même s'il a pris extrêmement cher, il est en vie. Il y a donc encore moyen de développer le personnage, mais on verra si c'est si utile que ça lorsque j'en viendrai à parler de la bombe atomique présente dans ce chapitre. Bref, on a un Toru mis en valeur, mais d'un côté relativement différent de d'habitude. Car oui, après plus d'1 an de suprématie, de domination totale d'un Toru paraissant totalement invincible et omniscient, ce chapitre était carrément une humiliation en place publique de Toru. C'est simple, malgré quelques vaines tentatives, il a été totalement impuissant, et s'est fait totalement rouler dessus et martyriser par un Josuke plus déter que jamais. C'était vraiment pas beau à voir. Pas beau à voir, certes, mais sacrément satisfaisant. Rappelez-vous lorsqu'il se foutait de Yasuo et qu'il se vantait de son doigté légendaire. Puis posez-vous en vous délectant de cette branlée monumentale qu'il s'est prise dans ce chapitre. Y a vraiment rien de plus agréable. Ça surpasse même la raclée que s'est prise Gabi dans SNK. Blague à part, c'est vrai que ce chapitre était dur pour les fans de Toru. Moi, même si j'apprécie beaucoup le personnage malgré son manque de background, ça m'a quand même satisfait. Il a eu ce qu'il méritait. Il aura quand même tenté de faire un échange équivalent avec Yasuo, rappelant ce qui s'est passé avec Joshu quelques chapitres auparavant. Sauf que là, il n'a pas réussi à fusionner avec Yasuo. D'ailleurs, on n'a toujours pas de piste quant au pourquoi du comment Toru suit Yasuo depuis tout ce temps, mais j'espère qu'on aura bientôt des réponses. En tout cas, c'était une bonne idée de sa part. J'ai adoré la planche où il marche d'une manière déterminée vers Yasuo en croquant dans son fruit. Vraiment très classe. Est-ce que son avancée vers Kato serait une seconde tentative d'échange équivalent? On verra bien. Je vais terminer cet instant Toru en revenant sur, et ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de lui, ce cher Satoru. On a revu sa forme humaine, après tout ce temps. Je me pose toujours autant de questions sur le fonctionnement de Wonder of You, particulièrement sur cette histoire d'usurpation d'identité. Toru est-il incapable de faire revenir son stand comme on lui semble? Satoru est-il une vraie personne à la base? Dans ce cas, y a-t-il des moments où il est conscient de ses conditions? J'en sais rien. Et c'est vraiment un truc qui me perturbe depuis son apparition. J'espère qu'on aura des réponses incessamment. En tout cas, toujours est-il qu'encore une fois, c'était très stylé de voir Wonder of You en PLS. Lui qui était si sûr de lui et condescendant depuis tout ce temps, le voir fuir comme une vulgaire merde était très cool. Le manieur se fait défoncer, le stand fuit, décidément, quelle humiliation pour Toru. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je reviendrai sur Toru et notamment sur sa condition d'antagoniste principale plus tard dans la review, en lien avec ce que vous savez. Mais avant tout, Go Beyond! Et oui, cette nouvelle rotation était encore une fois l'élément central du chapitre, et, à défaut d'avoir de véritables réponses sur sa provenance et son fonctionnement concret, on a eu quelques infos en plus sur ce nouveau pouvoir. Déjà bien sûr ce nom, Go Beyond. Je ne pense pas que ce soit le nom d'un power-up de Soft and Wet. Perso j'ai deux pistes là-dessus. Soit c'est le nom qu'a donné Josuke à cette attaque, à la manière de Shearer Attack ou Love Train, soit c'était juste un mot en anglais balancé comme ça par Josuke pour le style, du genre El Tuyo d'Abdul, ou le Arrivederci italien de Bruno. Il y a déjà quelques pistes de références musicales, comme le nom d'une chanson d'Enya ou d'une biographie de Prince, qui comporte aussi le Wonder You dans le nom, comme par hasard, ce qui renforcerait l'idée du nom d'attaque. On verra bien. Bon, sur le fonctionnement de cette attaque maintenant. Dans les faits, c'est une bulle invisible sortant de la tâche de Josuke, guidée par le téléphone de Yasuo et Paisley Park, qui, une fois qu'un humain est touché, crée une sorte de petite rotation localisée à l'impact pour finir par propulser le corps. C'est cohérent avec le nom qu'avait donné Mamezuku à cette rotation, la rotation explosive. Ça marche comme une bombe à retardement si vous voulez. Ça touche la cible, une petite rotation apparaît qui dure quelques secondes, jusqu'à exploser et créer la propulsion.
Je trouve ce pouvoir incroyablement classe, réellement. J'avais hâte de voir les effets qu'avait cette rotation, et bordel je ne suis pas déçu. Également, cette rotation possède visiblement le pouvoir de dévier les calamités, mais ça, on le savait depuis pas mal de temps. Cela dit, là où je me pose une question, c'est sur cette prétendue nécessité de passer par Paisley Park pour guider la rotation et arriver à la maîtriser, sans quoi Josuke ne la contrôle pas. Josuke dit que c'est grâce au chemin de Paisley Park, mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que passer par un téléphone et Paisley Park permet à la bulle de se matérialiser? C'est ce qui a l'air d'être sous-entendu. Enfin bref, dans tous les cas, j'ai encore une fois trouvé la relation entre Josuke et Yasuo parfaite. Les deux qui coordonnent leur stand à distance pour venir à bout du manieur, avec succès en plus, c'était vraiment très beau, et ça marche. Peut-être même qu'il y a moyen de faire un peu de branlette, du genre, cette combinaison de parleurs téléphone symbolise la force de leur relation, malgré le fait qu'elle soit principalement à distance, car ils se voient peu en vrai depuis de nombreux chapitres. Bref, je divague, mais j'ai vraiment adoré ça. Reste à avoir enfin l'explication de la provenance de cette rotation et des connaissances de Mamezuku. Et cette rotation aura vraiment le potentiel d'être l'un des pouvoirs les plus stylés de ce manga. D'ailleurs, Mamezuku, on n'a aucune idée de ce qu'il devient, le pauvre, laissé en plan à l'étage par Josuke. Je pense qu'on aura la réponse en même temps que l'explication de la provenance de la rotation. Allez, je vais enchaîner un peu sur le personnage de Josuke en lui-même et le déroulement du combat. Alors déjà, Araki, va falloir m'expliquer comment les rochers sur le visage de Josuke fonctionnent. Depuis le chapitre 92, ils ont totalement changé de position, et il a visiblement l'air d'avoir perdu celui recouvrant son œil gauche. Soit c'est expliqué par Rolly qui disait que ces morceaux de rocher bougeaient souvent, soit c'est juste une évolution et un changement de chara-design d'Araki, afin de rendre Josuke plus classe. Ou les deux. En tout cas, je préfère cette disposition-là, ça lui donne un réel flow. Josuke a en tout cas été très intelligent et perspicace dans ce chapitre, c'en est presque même déroutant. On a l'impression que le mec sait absolument tout de cette rotation, alors que ça fait comme 10 minutes qu'il s'en sert. À part ça, je pense que nous pouvons faire une minute de silence pour notre insecte rocher préféré, Obladi Oblada, qui a péri dans la baignoire et succombé face à une arme redoutable, l'eau. J'ai beaucoup aimé cet insecte de par son concept et son utilité lors du combat. Et c'était plutôt court en plus, ce qui a tout sauf ralenti le rythme du récit, c'était cool donc. Pour ce qui est du combat contre Wonder of You, je pense très fortement qu'il arrive à son terme. Je peux donc me permettre d'en faire un petit bilan. Certaines personnes ont eu l'impression que ça traînait en longueur, et perso, je pense que c'est dû au délai de parution, et que lors d'une relecture en tome, ce combat apparaîtra comme tout bonnement excellent. C'était dynamique, ça regorgeait de bonnes idées comme le combat divisé entre deux plans, manière d'un côté et stand de l'autre, ou encore l'utilisation d'insectes rochers. Wonder of You était un stand redoutablement fort et parfaitement exploité, on a eu la réintroduction de la rotation sous une nouvelle forme pour notre plus grand plaisir, une tension omniprésente à la fin de par la porte de l'avion qui s'écrase. En plus de ça, c'était bien rythmé, avec les changements de plan et les petits flashbacks, et c'était également très bien dessiné et extrêmement bien mis en scène. Donc ouais, même si c'était pas parfait de par le manque de développement de notre cher antagoniste, et d'explications quant à de nombreuses choses qui atténuent un peu l'immersion, eh bien c'était un combat très agréable à suivre du début à la fin, et dont je garderai un excellent souvenir. Mais alors cette fin de combat justement, que vaut-elle? C'était extrêmement violent, badass, rempli de répliques stylées, de planches impeccables, et de superbes chorégraphies de combat. Bordel que ce combat du chapitre 106 était bon. On n'a pas eu de spectres bizarres qui parlent, ou d'insectes rochers, mais du concret bien tape à l'œil et violent. Tout ce que j'aime dans Jojo, donc ouais, je valide. Cependant, la question que tout le monde se pose est la suivante. Si ce combat est bel et bien fini, était-ce le combat final? Toru était donc bel et bien l'ultime obstacle à la quête de Josuke et ses alliés? Car oui, après des mois de théories et de suppositions quant à un potentiel retour, Kato Higashikata est bel et bien réapparu. Je vous jure que quand je suis arrivé à cette page finale, et que j'ai vu Kato apparaître, j'ai explosé de rire. Je ne sais véritablement pas pourquoi, parce qu'à vrai dire, moi aussi je m'attendais à son retour. Mais je sais pas, la voir là, tranquillement dans le garage de Higashikata, alors qu'on se demandait où elle était passée pendant tout ce temps, j'ai pas pu me retenir. Bon alors, qu'est-ce que le retour de Kato implique? Avant toute chose, il faut savoir que j'ai toujours été contre l'hypothèse que Kato soit l'antagoniste principal. Et à vrai dire, je suis toujours du même avis. Ça fait 6 tomes que le combat contre Toru a commencé, et son stand a parfaitement la carrure et le pouvoir d'un antagoniste principal. Pour moi, ça ne fait aucun doute que Toru est l'antagoniste principal. Et c'est pour ça que je demande tant à ce qu'il soit développé. Mais attention, nuance. Antagoniste principal, oui. Mais pas forcément le final. Et oui, je l'ai déjà dit, mais à la manière d'un Diego à la fin de Steel Ball Run, Kato ne pourrait être que l'ultime rempart à la quête de Josuke.
voulant s'approprier l'artefact de la partie pour une raison ou une autre. En l'occurrence, elle pourrait s'approprier le Lokakaka pour potentiellement sauver Jobin. Surtout que l'on sait que Vovolion est dans sa phase finale, donc non. Ça m'étonnerait qu'Araki relance une intrigue complète et un long combat contre Kato. Bref, maintenant que c'est clair, je vais pouvoir continuer. De quel côté est Kato? Ça, j'en ai aucune idée. Et c'est bien sûr la question principale que veut nous faire poser Araki avec son retour. Kato a toujours été un personnage ambigu. Comme tous les Higashikata, vous me direz, mais elle, tout particulièrement. Il est donc très compliqué de répondre. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas théoriser des heures là-dessus. Car je pense que c'est inutile pour la simple et bonne raison que le prochain chapitre nous donnera sûrement toutes les réponses. Car oui, ce qui me plaît beaucoup, c'est que maintenant que le combat contre Wonder of You est terminé, et que Kato est réapparu, je pense que son arrivée va se faire avec énormément d'explications répondant à nos questions, et que le scénario va faire un énorme bond en avant. Un drama familial arrive. Je m'attends donc à être surpris et à me prendre des claques dans la gueule. C'est certain que le prochain chapitre va apporter un lot de réponses extrêmement attendues. Déjà la réponse à « Pourquoi pleure-t-elle » Est-ce parce qu'elle est au courant de l'état de son fils? Et d'ailleurs, son fils, qu'est-il devenu? Nolisuke également. Quel est le fonctionnement du stand de Kato? Est-ce que c'est King Crimson? Connaît-elle Toru et les Hommes Rochers? Si oui, quel lien a-t-elle avec eux? Je suis quasi sûr à 100% qu'au moins 2 de ces questions auront une réponse dans le prochain chapitre, et ça me remplit de bonheur. Enfin, bordel! Enfin des réponses! Si vous saviez comme je suis content. En tout cas, les femmes portées disparues de Jovolion ont un don pour faire des retours fracassants, en espérant que Kato ne finisse pas comme Kei. Enfin voilà, peut-être que je me trompe, et qu'elle est bien l'antagoniste principale de Jovolion, manipulant tout dans l'ombre depuis le début. Mais ça me ferait mal pour Toru. J'ai réussi à m'attacher à ce personnage, et j'aurais énormément aimé savoir ce qui le motive à faire tout ça, autrement qu'être juste sous les ordres de Kato. On verra bien, écoutez. Allez, dernier point de scénario, les membres de la famille Higashikata. Ça m'a fait plaisir de les revoir. Eux qui n'étaient pas apparus depuis de nombreux chapitres. Tsurugi est toujours dans un état déplorable, et je me demande si Mitsuba et les autres ont découvert le cadavre de Jobin. Quant à Joshu, ça n'est désormais plus qu'une loque humaine, complètement inanimée, si ce n'est pour protéger sa Yasuo chérie, sans succès. Mon bro aura quand même pris cher depuis le début de cet arc. Je regrette le Joshu de Milagromen. Avant de conclure, je vais revenir un petit coup sur les dessins. C'est probablement l'un des aspects de ce chapitre qui m'a le plus fait kiffer. C'est simple, c'est absolument sublime. Des doubles pages de fou furieux, des expressions faciales monumentales, des poses et des plans badass, des impacts de coups incroyables, une mise en scène parfaitement maîtrisée, et il en va de même pour la perspective et le découpage toujours aussi dingue et efficace. C'était une tâche colossale de faire au moins aussi bien que le précédent. Mais visiblement, le mois de pause a rendu Araki encore plus puissant. C'est donc un 20 sur 20 amplement mérité pour les dessins de ce chapitre. Vraiment. Après presque 40 ans de publication, Araki dessine toujours aussi bien. Cet homme est véritablement un dieu vivant. Allez, il est temps de passer à la conclusion. Ce chapitre, je l'attendais au tournant, car je ne voulais absolument pas que Toru meure. Heureusement, ça n'est pas le cas. Ce qui laisse encore un espoir de voir ce personnage recevoir le développement qu'il mérite, afin qu'il passe de méchant bien sympa à méchant excellent. On a eu le droit à une fin de combat absolument légendaire. Une domination complète de Josuke de par son incroyable pouvoir nouvellement acquis, qui se paye le luxe d'être extrêmement classe. C'est aussi un chapitre qui marque un véritable tournant dans la partie. Car qui dit combat terminé et réintroduction de Kato, dit scénario qui va avancer à une vitesse folle, et qui j'espère, répondra à de nombreuses questions que l'on se pose depuis si longtemps. En combinant le retour de Kato avec la cover de cette Ultra Jump mettant en scène tous les mystères inexpliqués de Jovolion, et en espérant que ce ne soit pas juste Araki qui nous troll, je recommence à avoir de l'espoir en Jovolion. L'espoir qu'Araki n'ait oublié aucun des éléments de mystère introduits depuis le début. L'espoir d'avoir un récit cohérent du début à la fin et parfaitement maîtrisé. Et pas juste un récit rempli de retcons et de pistes inexploitées. L'espoir que toutes mes craintes quant à cette partie que j'aime tant soient balayées. J'ai absolument adoré ce chapitre. Certainement mon préféré de l'année pour l'instant. Et croyez-moi, je n'ai jamais eu aussi hâte du prochain. Tant je sens qu'il va bouleverser de nombreuses choses. Alors en attendant, je me satisfais et repense avec nostalgie à tous ces reviews, tous ces incroyables moments vécus lors de ce combat contre Wonder of You. C'était cool, bordel. Et bien voilà, cette review du chapitre 106 de Jovolion est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, pour ma part ça aurait été
un énorme kiff à faire, un énorme kiff à découvrir, parce que bon sang que ce chapitre m'aura fait gueuler derrière mon écran tellement c'était hypant, bref, j'ai kiffé faire ça, et je kiffe faire ces reviews depuis maintenant 1 an et demi, bordel, que le temps passe vite. On a déjà couvert une énorme partie de Jojo Lion, enfin, l'un des arcs principaux de Jojo Lion, parce que bah, on parle quand même de l'un des arcs finaux, donc ouais, je suis content d'avoir couvert tout ça, et vous inquiétez pas, j'irai jusqu'au bout de Jojo Lion, c'est mon objectif. J'espère que je pourrai faire en sorte d'aller jusqu'au bout sans problème, c'est tout ce que je souhaite. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, c'est important de s'abonner, et à mettre un petit commentaire pour dire ce que t'en as pensé de la review ainsi que du chapitre. Également, comme d'hab, merci à tous les donateurs qui soutiennent la chaîne, qui ont soutenu la chaîne ce mois-ci et qui soutiennent la chaîne depuis longtemps. Ça fait vraiment super plaisir les gars. Et bah écoutez, voilà, de mon côté, je vais continuer à écrire la prochaine chronique qui promet d'être plutôt sympa et qui parlera d'un personnage de la partie 4, un personnage plutôt très important de la partie 4. Bref, je vous en reparlerai en temps et en heure. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ce que tu veux. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Jojo Lion, c'est quand même vachement bien. Ouais.